Bonjour Aurore, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, merci Carole. Et toi, ça va? Oui, ça va. Merci de venir sur la chaîne aujourd'hui. Alors là, pour Bah, cette avec vidéo, plaisir. merci. Pour cette vidéo, on va parler des icebreakers, de voir un petit peu quelles sont les bonnes ou mauvaises pratiques qu'on a quand on fait des icebreakers pour éviter justement les erreurs, parce que souvent on voit des icebreakers qui sont pas adaptés en fait vraiment à ce Ouais. qui va suivre. Donc c'est de ça qu'on va parler ensemble. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors moi, c'est Aurore Diezma. Je vis dans la jolie région d'Aix-en-Provence. Je suis UX designer suite à une reconversion professionnelle. Donc, ça fait 3 ans maintenant que je suis à mon compte. Et donc, moi, je fais beaucoup de formations, beaucoup de cours aussi en école supérieure et beaucoup d'ateliers en entreprise dans lesquels j'interviens autour du coup de l'UX design, de l'innovation, de l'intelligence collective. Et aussi beaucoup de formations, parce que je me suis aussi pas mal spécialisée sur l'impact environnemental et l'accessibilité, donc sur l'éco-conception et l'accessibilité numérique en entreprise et en école. Super, trop bien. Ben, package hyper complet, donc hyper utile. Super, merci beaucoup. De rien. Alors, du coup, ce que je voulais te demander maintenant, c'est est-ce que, bah, pourquoi déjà c'est le sujet dont tu voulais nous parler et pourquoi c'est si important d'avoir des icebreakers qui soient impactants en début d'atelier? Alors en fait, il y a plusieurs raisons. C'est que moi, dans mon ancienne vie, j'avais fait aussi des formations et je me rappelle d'une formation avec une intervenante qui avait fait des icebreakers qui étaient extraordinaires. C'était hyper original, on se connaissait pas du tout. En plus, c'était vraiment des profils complètement différents avec des niveaux différents. Je travaillais dans la banque. C'était une formation sur un logiciel immobilier et donc il y avait des conseillers, il y avait des directeurs d'agence. Donc c'était pas du tout le même niveau et elle arrivait du coup, elle faisait des icebreakers de manière très régulière à des moments où il y avait plus ou moins de creux parce qu'elle savait parfaitement, elle connaissait parfaitement l'organisation de sa formation. Et j'avais trouvé ça tellement génial. Et là, j'ai découvert du coup à quel point ça pouvait être puissant de faire des icebreakers, justement, ben, pour pouvoir gérer différentes problématiques. Donc, c'est vrai que ça m'avait marqué. Et j'ai aussi des expériences et des souvenirs. Moi, en tant que participante, j'avais fait des ateliers où les icebreakers étaient pas dingues. Mm. Et j'ai vu justement qu'après, ça avait été très, très compliqué d'embarquer les gens et que justement, en démarrant pas correctement ou avec un mauvais icebreaker, ça peut complètement ruiner la qualité d'un atelier entière, en fait. Mm. Ouais, ouais, c'est clair, je te rejoins. Moi aussi, j'ai déjà vu des icebreakers où des fois c'était limite un peu malaisant. Oui, Parce que c'était un décalage complet. Par exemple, peut-être des gens qui avaient pas du tout l'habitude du ludique, bah, du coup, c'était trop ludique et trop fou, et du coup, bah, les gens étaient un peu mal à l'aise. Donc moi aussi, c'est j'ai ça. vécu des choses comme ça, ouais. Mm. Ouais, ouais. Ou des choses trop personnelles, en fait, sur des publics qui se connaissent pas du tout. Ouais. On a l'impression qu'on va... bah, c'est l'exemple de partager sa pépite, par exemple. Mhm. Selon le public, enfin moi, je sais que ça avait été un flop total. Et du coup, après, les gens étaient un peu mal à l'aise et ça avait créé un froid qui a été difficile en fait à Mm. arrêter par la suite, quoi. Ouais. Donc c'est hyper important. Bah, c'est vrai qu'en plus, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais que ça joue beaucoup sur la confiance qu'ont les gens à la personne qui Oui, facilite, en fait, derrière. oui, c'est ça. C'est ça. Ça crédibilise aussi déjà le professionnalisme et ça crée aussi une forme d'empathie. Parce que du coup, si on fait un icebreaker qui est complètement à côté de la plaque, potentiellement, ça peut vouloir dire, alors des fois, on n'a pas les infos non plus, mais ça peut vouloir dire qu'on n'a pas bien préparé son atelier et qu'on n'a Mm. pas bien compris à quelle cible on allait s'adresser. Mm. Ou du coup, on a pris le sujet aussi à la légère, en se disant, bah, tiens, j'ai vu dans, parce que des bouquins avec des icebreakers, il y en a plein, hein. Mm. Donc, on peut en trouver, on dit, ouais, celui-là, il est génial, ça a l'air simple, et puis on va l'appliquer, mais sans avoir réfléchi au contexte et à la cible. Et du coup, ça floppe, et donc ça plombe et la crédibilité Mm. du formateur. Ça peut plomber aussi tout le dynamisme et l'énergie aussi du groupe. Et après, faire que les gens, en fait, ils vont être mal à l'aise. Et après, ben, ce côté malaisant, tu le gardes en fait tout au long du truc et tu n'arrives pas nécessairement à participer Mm. activement à l'atelier parce que tu es resté sur tes gardes. Ouais, carrément. Et du coup, enfin, c'est vrai que je trouve que des fois, plutôt que vouloir faire un truc original, quand on connaît pas bien, justement, quand on sait bien là où on met les pieds, bah, je pense qu'on peut se permettre d'aller dans des trucs un peu plus fous. Mais clairement, quand on Complètement. connaît pas, bah, franchement, faire un truc simple, c'est des fois mieux. Et même si c'est un peu Ouais. bateau, mais en fait, ça C'est marche mieux. c'est clair, c'est clair. Mm, carrément.
Alors du coup, pour toi, est-ce que tu pourrais définir un petit peu quels sont les critères qui sont enfin, qui font d'un bon icebreaker? Pourquoi c'est je vais peut-être reprendre la question parce que pour toi, quels sont donc les critères qui définissent un bon icebreaker? Comment est-ce que on définit que c'est un bon ou un mauvais icebreaker en quelque sorte? Bah, déjà, pour moi, le premier critère, c'est qu'il faut qu'un icebreaker ce soit court. Court, ouais, Parce ok. que, ouais, parce que si du coup, alors après, pour, je vais reprendre. Ça dépend de la durée de l'atelier ou de la formation. Si tu as un atelier qui va durer 2 ou 3 heures, si tu fais un icebreaker qui dure une demi-heure, ben du coup, ça va être un peu, ça va empiéter sur le reste de la formation. Après, si c'est plus long, tu peux effectivement aller sur un icebreaker qui est un petit peu plus long. Mais après, il faut rester sur le fait que du coup, on est là pour briser la glace, on est là pour créer de la cohésion, pour faire que les gens apprennent à se connaître ou qu'ils apprennent à se connaître différemment ou qu'ils expliquent aussi ce qu'ils attendent de l'atelier. Parce que ça peut être ça aussi, un icebreaker. C'est juger un petit peu et prendre la température des différents participants. Mais après, c'est vrai que du coup, il faut savoir stopper l'icebreaker au bon moment. Parce que même si c'est quelque chose qui est original et que ça fonctionne bien, il faut arriver justement à se dire, bon, bah là, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je reste sur cette dynamique-là et hop, on va du coup garder cette dynamique-là pour commencer et entamer l'atelier, plutôt que de vouloir du coup dire, ah ben, ça fonctionne bien, on reste dedans, on est dans l'icebreaker, c'est Hmm, génial, génial. Et puis après, au bout d'un moment, du coup, ça peut peut-être retomber comme un soufflet et tous les atouts et toutes les bonnes vibes qu'on a eues par rapport à cet icebreaker-là peuvent complètement retomber par la suite si on le fait durer trop longtemps. hmm, ok. Donc, ok, Ça, court. ouais, ça c'est un des premiers points courts. Après, il faut, comme tu disais, l'originalité. Je pense que ça dépend aussi du public. Donc, ça peut être original, mais pas trop non plus, parce que selon la typologie de personne à laquelle on s'adresse, donc le degré d'originalité. Et donc, ça en vient aussi au sujet il faut que ce soit adapté à la cible à laquelle on s'adresse. Mhm, Si elle se connaît, si elle se connaît pas, si c'est peut-être un peu cliché, mais si ils sont jeunes, on peut faire des choses peut-être un peu plus ludiques ou un petit peu plus digitales que selon la typologie aussi d'âge à laquelle on s'adresse. Donc le fait de préparer en amont. Donc mhm, il y a le côté court, il y a le côté original. Il faut arriver à ajuster le degré d'originalité. mhm, Il faut que ce soit adapté et il faut qu'il soit préparé. mhm, Si on prend un icebreaker qu'on trouve dans un livre en disant ouais, non, c'est génial, le marshmallow challenge, c'est super, j'ai vu, ça a ouais. l'air génial, j'y vais comme ça, je prends mon spaghetti, je prends mon marshmallow et puis on verra bien ce que ça donne. Ben, entre le livre et entre la réalité, il peut y avoir un gros décalage. Et quand Mhm, on n'a pas bien préparé son icebreaker, qu'on n'explique pas à quoi ça va servir aussi, ben, ça peut faire un gros flop. mhm. Ouais, et du coup, c'est ce que tu dis là, faut expliquer à quoi ça va servir. Moi, je pense que le truc hyper important, c'est aussi l'intention qu'il y a derrière. Donc, Ouais, c'est définir l'intention. Est-ce que l'intention, c'est que les gens ils se connaissent mieux? Est-ce que l'intention, c'est d'introduire une séquence de formation derrière? Est-ce que l'intention, c'est de sensibiliser les gens sur un aspect en particulier? Enfin, essayer de voir en fait à quoi ça va servir, et c'est ça qui va c'est nous ça. guider sur le choix du bon icebreaker, en fait. Complètement. Mm. Complètement. Tu vas pas du tout faire la même chose en fonction du public et en fonction Ouais. aussi, si c'est un atelier où tu vas faire travailler les gens en équipe, par exemple sur un sprint, où tu sais que tu vas mixer des personnes qui n'ont pas Mmh. nécessairement les mêmes compétences, qui travaillent pas dans les mêmes services, eh ben, il va falloir que eux apprennent à travailler en équipe. Et Mmh. donc aussi, ça va être un icebreaker qui va être différent par rapport à cette stratégie-là et cet objectif de Mmh. faire en sorte de créer des synergies par rapport à la durée et à la suite de l'atelier. Ouais, ouais, carrément. Trop bien. Et du coup, on a parlé un petit peu en introduction des erreurs qu'on peut voir justement. Est-ce que tu en as, des plus précises à nous présenter? Alors, ben, les erreurs, c'est dans l'exemple que j'avais là, c'est du coup, c'était un atelier où en fait, c'est un icebreaker que j'aime pas beaucoup déjà, que moi, j'utilise pas trop et que je vois assez fréquemment. C'est partage-nous ta pépite du jour. Mmh. Et c'est souvent dans des ateliers où les gens se connaissent pas du tout. Et donc, moi, les 2, 3 fois où j'ai vu du coup, cet icebreaker utilisé, c'était un icebreaker qui était extrêmement personnel pour des gens qui se connaissaient pas. Et donc, en Mmh. fait, du coup, ça fait on va dire des choses bateaux parce qu'on sait pas trop. Puis on se dit, ben, la pépite du jour, je trouve il y a un effet miroir où on se dit, mais moi, ma pépite, en quoi ça va intéresser les gens?
Mhm. Si je vais dire, bah oui, ma pépite du jour, c'est que ma fille, elle a appris à marcher, ou ma pépite du jour, c'est qu'il fait beau, c'est que. Donc en face, on dit, ouais, mais ça va être trop bateau, ou est-ce que c'est trop personnel? Quel est le degré, du coup, de cette pépite-là? Et donc, en fait, du coup, on ne sait pas trop, et donc on est trop dans la réflexion, on n'est pas dans la Mhm. spontanéité. Parce que, justement, c'est pas adapté, c'est trop personnel. Donc pour moi, j'éviterai aussi les icebreakers qui sont un peu trop personnels, parce que on peut pas, même si on sait qu'on a un public qui se connaît, Mhm. on ne connaît pas la personnalité des gens qui vont être dans cet atelier-là. Et Mhm. donc, poser des questions qui sont plutôt personnelles ou dire, voilà, quelle est votre position sur, ça peut être un peu dangereux selon les sujets et selon les formats. Mhm. Par exemple, si tu peux, là, moi j'avais eu un atelier, j'ai animé un atelier d'automne. Je sais pas si tu Ouais, vois ce que c'est. ouais. J'ai animé un atelier d'automne et alors c'était déjà un atelier qui était imposé aux Mhm. gens. Donc, Ouais. Peut-être qu'on peut définir un atelier d'automne pour les gens qui nous regardent, qui savent pas vraiment oui, ce que c'est, peut-être en 2 mots. l'atelier d'automne, en fait, c'est dans le système, dans l'écosystème des fresques. Ce sont des ateliers de sensibilisation autour des enjeux climatiques. Donc, il y a les fresques du climat, du numérique, où tu vas jouer avec des cartes pour travailler sur les liens de cause à effet. Et l'atelier d'automne, en fait, c'est un atelier où tu calcules ton empreinte carbone. Et une fois que tu as calculé ton empreinte carbone, tu vas être sur un jeu, en fait, où tu vas te projeter sur les années, donc de l'instant T où tu es en 2025 jusqu'en 2050. Et tu vas avoir des tours où tu vas du coup devoir noter les actions que tu vas mettre en place pour réduire ton empreinte carbone pour atteindre les 2 tonnes. Mhm. Donc, c'est un sujet, c'est un atelier qui est très ludique, qui nécessite aussi de travailler en intelligence collective, parce qu'il y a du coup des sessions collectives et il y a aussi des sessions individuelles. Mhm. Et là, en fait, c'était un atelier qui avait été imposé du Ouais, coup je à un vois. public qui étaient très nombreux. Donc, moi, j'ai eu l'information très tard. Et en fait, quand je suis arrivée, je leur ai dit, ben, du coup, quelle est votre connaissance par rapport au climat, par rapport aux enjeux climatiques, quelle est votre position? Alors là, ça a été la cata. Parce que du coup, j'en ai eu 5 qui m'ont dit, ben, en fait, pour moi, le climat, clairement, hein, ils m'ont dit, le climat, c'est de la merde. On nous manipule, c'est nul, j'y crois pas du tout. Mhm. Et ils m'ont plombé mon atelier. Mhm. Après, j'ai essayé de rattraper le truc. Mais en fait, du coup, ils sont arrivés avec quelque chose de très négatif. Donc, en fait, en plus, c'était les premiers à parler. Donc, tu as eu cet effet d'ancrage où, Mhm. du coup, c'était, alors, on est sur un atelier, on va nous manipuler, on va nous donner des informations qui sont pas bonnes. Mhm. Et ben, du coup, après, tous les autres derrière, même s'ils connaissaient pas trop le sujet, ils étaient beaucoup plus sceptiques par rapport aux Mhm. informations que je pouvais leur donner. Et donc, là aussi, selon les ateliers, du coup, leur demander c'est quoi votre position par rapport au sujet. C'est un c'est un peu risqué parce que s'il y a Mhm. des personnes qui adhèrent pas du tout, surtout quand tu vas faire des ateliers en entreprise, c'est aussi souvent des ateliers qui sont imposés aux gens où tu as des Mhm. publics qui viennent en se disant super, je vais coller des post-it. Mhm. J'ai passé ou 3 heures à rien faire. Bon, ça me sort de mon cadre du boulot, mais je sais que ce que je vais faire en atelier, ça va servir à rien et que c'est comme pisser dans un violon. Après, on n'en parlera plus. Ouais. Et donc, Mais si ces personnes-là, ouais. c'est quoi votre position par rapport à l'atelier? Il y en a qui vont dire, bah, en fait, je sais pas trop pourquoi je suis là. Donc tu peux changer la position. C'est pas ce que je dis, mais c'est la manière d'aborder la question en Ouais. fait. Carrément. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Et moi, ça me fait penser que, enfin, moi, je trouve que le meilleur moyen d'arriver à glaner des informations là-dessus de manière ludique et qui soit moins frontal, c'est d'avoir des supports. Tu vois, là, j'étais en train de fouiller dans mes petites affaires et il y a ce jeu de cartes que j'utilise très souvent, dont je parle très Ah souvent sur oui, oui, la oui, chaîne. j'adore. Ouais. C'est le Pictit, tu vois lequel c'est. Je vais montrer les cartes pour ceux qui connaissent pas. C'est des petits pictos, en fait. Euh, et en fait, moi, le truc que je fais, quand les gens se connaissent pas trop, ou même que s'ils se connaissent bien, c'est que du coup, je leur dis, vous choisissez, ah, voilà, on tombe sur le caca. Vous choisissez une carte, donc je les étale sur la table, et je leur dis, ben, vous choisissez la carte pour vous présenter. Donc, et en fait, je leur laisse le choix. Je leur dis, ben, soit vous vous présentez à travers quelque chose, un hobby ou quelque chose que vous aimez bien, soit vous pouvez, si vous en avez envie, partager une anecdote personnelle. Et du coup, en fait, ça leur donne un support. Et en fait, j'ai remarqué, comme tu Ouais. dis, le truc de la pépite, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de support. Et du coup, ils vont chercher pendant des heures. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Non, c'est pas assez. Gna, gna, gna. Et du coup, on passe beaucoup de temps à essayer de chercher. Alors que là, je sais pas, les gens peuvent dire des trucs très bateaux. Genre, par exemple, ils prennent le lit, ils disent, ah ben moi, j'adore dormir, je dors 12 heures par nuit. Enfin, j'en sais rien, mais au moins, il y a un Mais oui, support. complètement. Ouais. Comme les cartes Dixit. Oui, voilà, c'est le même principe, sauf que là, elles sont encore Les- plus faciles à prendre en main, celles-ci. Ouais, Mais elles sont moins abstraites que les ouais, cartes voilà. Dixit. Ouais, 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 carrément.
Et du coup, tu sais, pour le truc que tu as eu à l'atelier d'automne, c'est pareil, tu vois, pour les supports, moi, les trucs que j'aime bien, c'est par exemple l'arbre à personnages ou le mur Ouais. des humeurs. Oui, Ce sont des représentations graphiques de petits personnages qui sont dans des positions différentes. Un c'est ça. personnage qui est sur un fil, un autre qui est très content, qui saute en l'air, un autre qui boude comme ça dans un coin. Et je trouve que c'est bien pour sonder l'humeur par rapport à un sujet. Mais en fait, on n'y Ouais, passe pas 3 heures et ça évite justement c'est d'avoir, ça. comme tu dis, des gens qui s'épanchent sur des aspects qui peuvent être très négatifs et qui peuvent plomber le truc, quoi. Complètement, Mm. complètement. Mais c'est Et vrai que là, les du coup, je supports, c'est rebondis sur important. le fait Ouais. que tu disais aussi, c'est important de timer le temps d'intervention quand tu es sur un icebreaker, où du coup, tu fais une sorte de tour de table par rapport à Mhm. l'humeur du jour, par rapport Mm, à mm, mm. c'est quoi tes attentes, c'est quoi ton niveau de connaissance, etc. Mais c'est aussi dire, ben voilà, tu peux donner un cadre en disant, ben, vous mettez par exemple votre nom, votre poste en un mot, Ouais. votre qualité principale, votre défaut, enfin peu importe, et en 30 secondes, 1 minute ou une Ouais. minute 30, ça évite que les gens, du coup, partent dans des débats, sortent du cadre de Mhm. l'icebreaker et, du coup, prennent aussi trop de temps de parole par rapport à la durée de l'icebreaker. Ouais, ouais, carrément. Trop bien, super. Merci pour tes partages. Du coup, tu nous as déjà donné une anecdote de mauvais icebreaker, donc ça c'est top. Ouais. Ça nous permet vraiment de voir concrètement ce que c'est. Euh, et du coup, comment est-ce que tu fais toi pour bien choisir un icebreaker quand tu dois choisir? Comment est-ce que tu procèdes pour avoir un icebreaker adapté à ton contexte? Alors, en fait, quand j'arrive à avoir les informations, j'essaie d'avoir le plus d'informations possible auprès du porteur de projet, auprès du responsable pédagogique, pour voir du coup, ben, si c'est dans une école, j'ai combien d'élèves déjà, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'on est en début d'année, ben, après, est-ce que du coup, ils étaient ensemble Hmm. l'année dernière, est-ce qu'on connaît un petit peu les profils, est-ce que c'est plutôt des profils, après maintenant j'ai l'habitude, mais je sais que quand je donne des cours dans l'école de com, quand je donne des cours plutôt avec les étudiants en informatique, c'est pas du tout les mêmes profils. J'en Hmm. ai qui sont beaucoup plus extravertis, qui vont aimer des choses hyper ludiques, un peu originales. Profil plutôt informatique, développeur, je sais qu'ils sont beaucoup plus terre à terre et que je pourrais peut-être aller moins dans l'originalité parce qu'ils vont pas trop savoir comment s'y Hmm. prendre. Donc, il y a l'expérience, mais il y a aussi le fait de poser la question, OK, donc on est sur une formation, c'est quel type de profil? Vous, c'est quoi vos objectifs par rapport à la formation? Pourquoi est-ce que les apprenants viennent aussi là? Et du coup, des apprenants, est-ce qu'on leur a imposé? Parce que ça, c'est hyper important de savoir aussi quand les gens viennent. Est-ce que c'est des gens qui ont volontairement voulu assister à la formation ou à l'atelier, ou est-ce que c'est des gens à qui on a imposé? Parce que c'est pas du tout la même approche Mhm. pour les impliquer et pour voir du coup comment ils sont. Donc c'est moi, j'essaye de poser beaucoup de questions et des fois même je peux faire des petits mails en avance Hmm. pour quand j'ai accès du coup au nom des personnes. J'envoie un petit mail pour avoir des petites questions, leur poser voilà en amont pour préparer l'atelier correctement. Qui vous êtes, quel est votre poste, votre ancienneté dans le poste, quels sont vos objectifs. Comme ça, moi, j'adapte aussi le contenu de ma formation. Mais moi, ça me permet d'avoir des petites clés pour Hmm. voir, du coup, en fonction des retours, comment et quel est l'objectif d'icebreaker que je vais faire. Hmm. Après, tu as aussi, est-ce que les gens se connaissent? Est-ce Hmm. que les gens ne se connaissent pas? Déjà, ça, c'est la première chose. Les gens Ouais. qui se connaissent et qui ne se connaissent pas, tu peux complètement adapter. Et est-ce Hmm. que c'est des gens qui te connaissent, mais du coup, est-ce que tu vas dispatcher les gens? Parce que tu peux avoir des gens qui se connaissent, qui travaillent dans une même entreprise, mais tu vas dispatcher les gens qui travaillent dans des équipes avec des personnes qui connaissent moins ou avec lesquelles ils ont moins l'habitude de travailler. Mhm. Donc ça aussi, peut être un icebreaker différent. Donc on en revient aussi avec la notion de quelle est l'intention derrière l'atelier et quelle est Mhm. l'intention derrière l'icebreaker et où est-ce que je veux amener les gens. Hmm. Ouais, C'est ça qui carrément. fait que je fais mes choix, ouais. Bah, je te rejoins complètement. C'est vrai que enfin, sonder avant d'avoir à faire des choix, des breaks, etc., c'est extrêmement important. Et après, des fois, ça arrive qu'on ait des infos, mais pas beaucoup. Et moi, Mm. je trouve que le plus facile, c'est de faire des icebreakers un peu bateau, comme ce que j'ai présenté avec les cartes Oui, Pixit, là, qui marchent complètement. pour autant des gens À qui peu se près tout. connaissent que ceux qui se connaissent pas. Et du coup, bah, Ouais. c'est un peu tout terrain. Comme ça, on prend pas de risque. Ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir beaucoup d'informations sur les personnes ou par exemple de faire des ateliers un peu grand public de découverte, des ateliers découvertes où là, du coup, on a un mix de personnes très variées avec des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent pas, etc. Donc, ce type d'icebreaker, ça marche un petit peu à tous les coups, quoi, effectivement. Ouais.
C'est ça, quand on n'a pas d'infos, essayer de pas trop sortir des sentiers battus, Ouais, rester sur quelque chose de classique c'est ça. pour éviter justement les mauvaises surprises ou Mm. l'effet flop parce que ça fonctionne pas du tout, parce que les gens adhèrent pas, parce que de toute façon, ils auraient pas pu adhérer parce qu'ils n'étaient pas dans la cible, quoi. Ouais, carrément. Et du Mm. coup, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que moi, il y a un autre truc que je fais aussi, c'est que j'adapte beaucoup en live. C'est Oui, vrai que à force d'en faire des icebreakers, on en connaît tout un tas. Et en fait, il y a plein de complètement. fois où, bah, du coup, le premier, je l'ai. Forcément, on est obligé de commencer par quelque chose. Donc là, je sonde un peu le truc, comme tu disais, je sonde, je vois déjà quelle est l'ambiance et tout. Et en fonction de l'ambiance, des fois, je vais changer. Je me dis, tiens, bah, le truc que j'ai fait, il est pas assez ludique, donc je vais pousser un peu plus dans le ludique parce que je vois que les gens, ils sont en mode, on a envie de s'éclater. Ou bien Mm. l'inverse, de dire, ah, bah là, c'est peut-être un peu trop, donc je vais revenir à des choses un peu plus basiques parce que c'est peut-être un Complètement. peu trop ludique. Mm. Ben, on en revient aussi dans la facilitation, tu es obligé d'être en permanence sur le qui-vive pour t'adapter par rapport à la cible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors c'est pas des icebreakers, mais des fois, tu as des moments quand tu fais des formations qui sont un peu longues. Tu sais que tu as des moments où après les pauses, il va y avoir une baisse d'énergie où il va falloir que tu arrives à recapter les gens pour les refaire un petit peu remonter l'élan d'énergie. Et donc, Mhm. en fait, moi, des fois, je fais, alors c'est pas un icebreaker, mais c'est, je sais pas Un comment on pourrait energizer. appeler ça. Ouais, voilà. Du coup, pour faire en sorte de reprendre, et ça, c'est quelque chose que tu vas juger par rapport à la typologie de personnes, par rapport au niveau de fatigue, parce que des fois, tu peux avoir des gens qui vont arriver le vendredi et qui sont fracassés et qui sont fatigués et qui ont eu une semaine hyper compliquée dans les pattes, ou pas du tout. C'est vraiment en fonction de l'énergie du groupe Mm, que mm, tu vas mm. voir du coup, s'il faut adapter et dans la journée relancer du coup des energizers, justement, comme tu dis, Mm. pour recaptiver les gens et faire en sorte que, bon, là, c'est le moment de la digestion, c'est un peu compliqué. Allez, on y va. Et comment on fait, du coup, pour recréer ce dynamisme-là et cette énergie-là? Ouais, carrément. Et du coup, je trouve que dans les energizers, c'est un peu particulier contrairement aux icebreakers parce que les energizers, le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément d'intention pédagogique ou d'intention de cohésion, etc. Enfin, cohésion, si un Ouais, petit peu, mais il n'y a pas forcément. Enfin, il y a cette intention de réveiller les foules, mais il y a moins l'intention précise qui va amener vers quelque chose derrière, en fait. ouais. C'est simplement de réveiller. Par exemple, si on prend un exemple d'energizer, c'est par exemple faire un shifumi géant. C'est-à-dire que les gens, ils se font des shifumi Mm. pierre, feuille, papier, ciseaux, là. Et ils font ça, et du coup, ça fait des espèces de petites queues leu ça, on fait ça quand on est des grands Mm. groupes, etc. Et ça Ouais, permet d'énergiser les gens. Mais après, de ça, il faut bien l'expliquer, dire que bah voilà, on ouais, va faire un exercice qui va vous réveiller. Ça crée de la cohésion. Donc ça, c'est cool, c'est toujours bon à prendre. Mais après, il n'y a pas d'intention pédagogique. Par exemple, si on est en formation, bon, en formation, normalement, on n'a pas autant de monde, mais bref, il y a pas d'intention pédagogique derrière, en fait. C'est simplement de réveiller à l'heure du déjeuner, effectivement, comme tu dis, où là, c'est un ouais. peu mou, quoi. Mais on en revient toujours au fait à expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ouais. Si on fait un icebreaker en disant, bah, tenez, on va faire un super jeu, Secret Story, vous allez noter un secret sur votre truc, et puis des gens vont devoir deviner sans expliquer à quoi ça va servir, même Mhm. si le concept peut sembler ludique, on se dit, bah, en fait, ok, d'accord, mais pourquoi et à quoi ça sert? Mm. Donc, c'est toujours aussi poser l'intention derrière en disant, bah, là, l'objectif, c'est, et ça va servir à. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que soit on peut expliquer effectivement quand c'est des choses assez simples, mais moi j'ai beaucoup d'icebreakers à visée pédagogique et du coup je passe beaucoup de temps aussi au débrief en fait. Donc Mm. le débrief c'est eux qui le font, c'est pas moi qui vais donner les réponses, mais c'est Complètement. leur poser des questions. Bah, pourquoi on a fait ça? Ça vous fait penser à quoi? Et du coup c'est là qu'ils vont pouvoir raccrocher avec des choses qu'ils savent déjà ou des choses qu'on a vues avant dans la matinée ou des choses qu'on va voir sur la Complètement. suite, etc. Mais ouais, c'est hyper important de poser l'intention parce que sinon ça devient comme un cheveu sur la soupe et ils se disent mais pourquoi on a fait ça? Enfin, ça sert à rien, quoi. Mm. Mm. Mais d'autant Et en puis le plus, débrief aussi, c'est bien. Ça, je ouais, trouve ça génial. Ouais. ouais. Bah, le débrief et puis surtout, je trouve que tu sais, ça revient à ce que tu disais tout au début sur la crédibilité. Je trouve que t'es pas crédible si ton truc il arrive comme un cheveu sur la soupe, que t'expliques rien. Bah, tu perds en crédibilité parce qu'ils vont se dire ouais super, on a fait un chiffre géant, génial, on s'amuse quand on travaille, on fait des trucs un peu d'enfants au travail. Et c'est alors que si t'as dit bah en fait c'est pour vous réveiller parce qu'à l'heure du déjeuner, bah du coup vous êtes fatigué. Bah là, ok, c'est un but et on comprend mieux pourquoi, parce que sinon on se demande vraiment ce qu'on fait là, quoi. Enfin, souvent, en plus les gens au travail ils se disent, bah on n'est pas là pour jouer, on est là pour bosser, tu vois, donc Ouais. carrément. Ah ouais. Mais tu vois, en termes de crédibilité, ça me fait penser aussi, ce qui est hyper important, c'est que du coup, l'icebreaker, pour moi, quand tu sors un peu du cadre, que tu fais quelque chose qui est un peu ludique,
Parce que malgré tout, quand tu es dans une formation, l'icebreaker, c'est un peu le côté fun qui va sortir du cadre par rapport aux gens qui vont venir, qui sortent de leur journée de travail pour faire un atelier ou faire une formation. Et bien, potentiellement, si ça sort un petit peu plus du lot, c'est l'élément qui vont aussi le plus retenir Mm, à la fin de la carrément. formation. Et donc après, du coup, il se dit, du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ta formation? Ben, du coup, j'ai utilisé des chamallows ou j'ai... Et en fait, selon ce que tu dis, tu dis, ah, bah, du coup, super, et sinon, tu as appris quoi derrière? Donc, du coup, bien aussi expliquer l'intérêt, l'impact, l'objectif derrière, parce que c'est quelque chose qui marque aussi, qui est censé aussi marquer aussi un peu plus les Mm, esprits. On est quand même sur l'icebreaker en termes de phonologie d'impact, on va briser la glace. Briser la glace, c'est quand même quelque chose qui est intense, hein. mm, C'est pas juste faire connaissance, on va briser la glace, on rentre dans le sujet, quoi. mm, mm, mm. Ouais, ouais, carrément. Super, merci beaucoup pour ces partages. Euh, Est-ce que tu aurais plus précisément des signaux à nous partager sur bah, quand on commence à sentir que ça sent le roussi et que l'icebreaker ne fonctionne pas? Est-ce que tu as des choses où tu peux nous partager là-dessus? Bah, après, déjà, tu peux avoir un icebreaker où quand tu veux lancer les gens, bah, tu personne qui prend la parole. Ouais. Et là, c'est un peu compliqué. Et donc après, il faut pas hésiter parce que c'est toujours le premier qui doit se lancer. Il a peut-être des difficultés. Après, tant pis, on dit, ben tiens, on va commencer ou commencer nous-mêmes pour montrer l'exemple, pour du coup lancer cette dynamique-là. Mais du coup, il faut pas rester en disant, ben, il a personne, ça crée un blanc et du coup se retrouver en retrait et bafouiller, pas trop savoir quoi dire. Et du coup, on se fige et on ne sait plus quoi faire. Donc, c'est après relancer la dynamique en disant, est-ce que potentiellement, vous n'avez pas compris l'objectif? Est-ce que vous voulez que je réexplique les consignes? Si vous voulez, moi, je vous montre. Ou est-ce que un tel, et puis après, un tel, du coup, parle dit, ben, à qui je lance la balle, à qui je donne la parole. Ça, c'est quelque chose, du coup, qui peut créer une dynamique et éviter aux gens de dire, bah, tiens, c'est moi, j'y vais. Parce que même si on dit, ben, chacun, vous prenez la parole à votre tour ou quand vous voulez, qui est volontaire, tu peux avoir un moment où tu as trois, quatre personnes qui sont lancées volontaires, puis après, c'est mort. Il n'y a plus personne qui va prendre la Hmm, parole. Donc, comment est-ce que tu vas gérer ça? Le fait de voir aussi que les gens, bah, si par exemple, tu as des gens qui ont le regard un petit peu fuyant ou qui commencent à... Parce que le non-verbal parle énormément. Tu as des gens, du coup, qui commencent à se toucher les mains ou qui se mettent un peu plus en retrait ou qui se figent. Ben, du coup, se dire, bon, bah, lui, il adhère peut-être pas trop. Donc, voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'énergie du groupe pour qu'il se sente à l'aise, peut-être le faire passer un peu plus tard ou s'assurer du coup qu'il ait bien compris ou l'intégrer à l'intérieur du coup. Donc bien s'appuyer sur le non-verbal. Ça, c'est quelque hmm, chose qui est hyper important. Et quand ça sent le roussi, quand tu sens que du coup, tu n'as plus le contrôle et que les gens commencent à sortir de l'objectif de l'icebreaker et partir sur autre chose. Et faut vraiment pas reprendre et recadrer en disant alors, OK, on en parlera peut-être plus tard, ou c'est peut-être pas l'objet maintenant, on verra à la pause, etc. Mais quand on sent que les gens commencent à prendre trop de temps de parole, parce que généralement aussi, l'icebreaker, ce qu'il faut comprendre, enfin, en tout cas moi de mon expérience, c'est que c'est là aussi qu'on voit quelles sont les personnalités des gens. Donc tu vas avoir des gens qui sont extrêmement extravertis, qui vont beaucoup s'imposer. Et donc du coup, les introvertis vont peut-être se ressentir un peu plus en arrière en disant, OK, d'accord, il est hyper à l'aise, c'est à moi de parler, qu'est-ce que je fais aussi. Donc c'est arriver à trouver le bon équilibre entre les personnes qui prennent de la place et celles qui en prennent moins, pour pas que celles qui en prennent moins se sentent mis de côté ou se sentent inférieures par rapport à celles-là. Donc potentiellement, quand tu as une personne extravertie, dire bah, quelqu'un qui est complètement dans son coin, bon, bah, à toi, euh, à moi, bah, je passe après ça, qu'est-ce que je fais, comment je vais m'y prendre? Ça peut être un petit peu compliqué. Donc, arriver à gérer aussi les énergies et les personnalités de chacun, parce que ça peut avoir beaucoup d'influence sur la qualité d'un icebreaker et sur l'implication des gens. hmm. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un truc aussi, c'est que tu parlais du fait des gens qui osent pas se lancer, prendre la parole, etc. Moi, j'ai remarqué que c'est d'autant plus vrai quand c'est des choses qui se font en ligne, c'est en visio. Oui, Et du coup, moi, j'ai pris le parti, dans ces cas-là, en fait, de donner la parole, moi, parce qu'en fait, c'est toujours des blancs, sinon il y a personne qui ouais. parle. Donc, soit je fais, par exemple, comme je vois des vignettes, en fait, sur la vidéo, je vois des vignettes avec des prénoms. Je fais dans l'ordre, je leur dis en fait, je leur dis bah, je vais faire dans l'ordre des vignettes. Donc je dis bah tiens Aurore, ça à toi, etc. Donc je fais ça, ou sinon j'ai des trucs un peu plus ludiques où j'ai une espèce de, si je suis en formation par exemple, je peux rentrer en avance les prénoms
prénoms des gens. Et du coup, je tire une roulette virtuelle où du coup, je leur Ah montre oui, et on voit oui, la oui. roulette qui tourne avec les prénoms. Et du coup, ils disent, ah, c'est rigolo, c'est à toi. Ou voilà, et je fais pareil quand ils sont en petit groupe. Ah, tiens, c'est le groupe 2, c'est le groupe 3, etc. Ça permet de mettre un petit peu ludique et de pas. Je leur explique que c'est dans l'ordre des vignettes parce que faut pas que ce soit imposé que je dise bah tiens c'est toi qui penses en premier parce que telle ou telle raison que j'ai Oui, dans oui. ma tête. Je trouve que c'est pas correct. Mais si je dis que c'est juste par ordre, voilà, ou par ordre D'affichage. d'arrivée, ou voilà, Oui, oui. d'afficher pourquoi en fait je fais ce choix-là, c'est moins intimidant aussi. Mm. Et puis après il y a un D'ailleurs, truc ça me aussi. fait. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, non, 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 du coup, c'est termine. parce que j'allais changer un petit peu de sujet, mais il y a un autre point aussi, c'est t'en parlais un petit peu sur le fait de sentir les gens et de essayer de sonder, etc. Mais il y a un truc que je trouve hyper important, c'est la circulation aussi dans la salle. Toi aussi, quand tu animes, bah, c'est aussi bien circuler, aller voir peut-être les personnes qui sont peut-être un peu plus récalcitrantes, etc. Moi, il y a un truc qui est super important dans la position, par exemple. Ça m'arrive de faire des tours de table, surtout quand, par exemple, j'anime des sessions de Lego Serious Play, parce que les gens, ils sont autour de la table comme ça, et après, ils doivent présenter leurs petites figures qu'ils ont construites avec les Lego. Et quand ils font ça, bah, souvent, ils s'adressent toujours à moi. J'ai remarqué, ils s'adressent toujours à moi, ils s'adressent pas Ouais. forcément au groupe. Et en fait, je trouve ça mal poli. Par exemple, si je suis derrière la personne, bah, la personne va parler comme ça. Et en fait, Et elle va oui, me oui, regarder et les autres, ils sont devant et ils entendent c'est vrai. rien. Et en fait, je passe mon temps en fait à tourner autour de la table pour être face à la personne qui va parler comme ça. Elle est face à moi et en même temps, ça lui permet de s'adresser à l'ensemble du groupe. Donc, il y a Mm. aussi des choses comme ça. Aller voir, par exemple, s'il y a des exercices d'icebreaker qui demandent à être dans des petits groupes ou des choses comme ça. Mais peut-être aller voir. Et puis, des fois, quand les gens se mettent en binôme, par exemple, et puis il y a des gens, des fois, ils viennent nous voir, ah, pardon, j'ai pas écouté la consigne. Donc, d'être au milieu du groupe et de naviguer là-dedans, ça permet aussi que les gens s'adressent plus facilement à nous pour poser des Ouais. questions ou des choses comme ça. Mais surtout qu'il y en a aussi qui vont peut-être poser des questions plutôt en aparté parce ils vont pas oser prendre la parole pour dire Voilà. mais en fait j'ai pas écouté ou Ouais. j'ai pas ou alors j'ai écouté mais en fait j'ai pas compris. Mm. Des fois il y en a qui vont dire ils vont pas oser dire j'ai pas compris Ouais, cas où donc c'est des questions qui poseront peut-être plus aussi si on est à côté en individuel. c'est Ils ça. sont plus à l'aise. Exactement. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé, pas forcément sur les premiers icebreakers, parce que souvent je prends pas trop de risques et je fais des choses assez simples, surtout quand je connais pas bien la population, mais peut-être plus dans l'avancée. Ça peut arriver que des fois il y ait certaines personnes qui soient un peu perdues ou quoi. Et quand je sens en fait souvent quand je sens que c'est juste qu'ils sont un peu perdus, qu'ils savent pas trop, etc. Il y a des moments où je peux leur proposer des alternatives et en fait co-construire un peu avec eux, leur dire ah ok, ah, vous vous sentez pas de faire ça en grand groupe, bah tiens on peut plutôt faire ça en petit groupe et du coup j'adapte aussi avec eux en leur disant ah ok, ah vous pensez que c'est plus pertinent. Des fois, ça ne l'est pas, donc je laisse pas la main parce que je pense que ça peut avoir un impact sur le reste de l'atelier. Mais parfois, ça peut être intéressant aussi de sonder un peu les personnes Complètement. et réajuster en fonction avec eux, quoi. Complètement. Et comme des fois aussi, tu peux avoir une présentation, une restitution, mais du coup, la restitution, elle se fait, du coup, c'est un porte-parole ou c'est plutôt collégial. Et donc, selon, effectivement, moi, ça m'arrive Voilà. aussi de leur dire, ben, là, par rapport à l'exercice, comment est-ce que vous vous sentiriez de restituer les choses? Qu'est-ce qui vous semble pertinent aussi Ouais. pour qu'ils aient l'impression d'avoir leur mot à dire et qu'ils sont impliqués et qu'ils sont complètement acteurs aussi dans ce qui se passe autour d'eux, quoi. Ouais, ouais, carrément. Je pense que c'est important aussi de les prendre en considération, mais parfois ça peut foirer. Notamment la dernière fois, je co-animais un atelier et quand on a co-animé, à un moment donné, il y a les participants qui ont remis en question la façon dont on avait conçu une partie de l'exercice. Ils nous ont dit non, mais on préfère faire ça de cette manière-là, nanana. Et nous, on s'est dit, bon, bah, ok, pourquoi pas. Et en fait, on l'a fait, et enfin, c'était pas super, quoi, ce qui est sorti. Et en fait, on s'est dit après coup, on aurait dû se faire confiance et rester sur notre truc à nous Ouais, parce que, bah, l'animation derrière, elle était un peu fade, en fait. Et ouais. on a eu quand même eu des choses intéressantes, mais je pense que ça n'aurait pas été aussi intéressant que ce qu'on avait prévu, quoi. Donc, des Ah ben, tu fois, vois, on en revient au fait de se faire confiance aussi malgré ouais, tout, entre ouais, suivre aussi des fois son intuition, parce que des fois quand on arrive sur des groupes, et moi généralement j'arrive sur des groupes, je me dis, là j'avais peut-être prévu un icebreaker, finalement je vais pas partir là-dessus, je vais pas partir sur ça parce que je sens que c'est pas ouais, une bonne idée. carrément. Ça peut arriver aussi, ou dire,
super surprise. J'imaginais pas du tout qu'ils étaient comme ça ou qu'ils Ouais, avaient cette énergie-là. Bah, du coup, je vais peut-être pimenter un peu plus ou partir c'est sur ça. un autre format parce que je sens qu'ils sont quand même plus ouverts, mais aussi se faire confiance et après, des fois aussi, bah, prendre le lead malgré tout parce que sinon, on peut perdre en crédibilité et ça peut aussi complètement détourner l'objectif de base. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, je te rejoins bien là-dessus. Ok, super. Est-ce que pour terminer, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui débute dans le choix des icebreakers et dans la conception d'icebreakers? Alors, bah, déjà, de bien préparer ses icebreakers en amont. C'est pas quelque chose qui s'improvise, malgré tout. Après, quand on a l'habitude et quand on a fait plusieurs, on va les maîtriser plus, donc on n'a peut-être pas nécessairement le même temps de préparation. Et surtout, du coup, de réfléchir à, OK, ça a l'air sympa sur le papier, mais du coup, quelle est l'intention derrière? Qu'est-ce que ça va apporter derrière? Si c'est juste dire, ah ouais, non, je trouve ça super original, j'ai fait un icebreaker qui était original, c'était trop drôle, mais finalement, ça n'a servi à rien, c'est un peu dommage. Donc, se dire, OK, euh, en fait, augmenter entre guillemets le degré de difficulté, c'est pas un niveau de difficulté, mais partir sur quelque chose d'un peu plus simple et après, en fonction, essayer de tester d'autres choses au fur et à mesure, en fonction du retour des gens aussi, d'adapter. Donc, pas partir sur des choses trop compliquées et trop originales dès le départ parce qu'on peut vite être dépassé ou on peut vite perdre l'intention. Et après aussi, des fois, au contraire, ça va sembler du coup complètement à l'opposé, mais oser et se challenger un petit peu aussi au départ en se disant, j'ose pas, selon si c'est un petit groupe de gens qui se connaissent, bah, tant pis, on peut tenter aussi peut-être des choses pour voir est-ce que ça, du coup, les gens adhèrent, est-ce que ça fonctionne au niveau de l'énergie. Donc, comme tu disais, le fait de se faire confiance, de suivre son intuition et d'oser aussi des fois faire des choses. Donc, au départ, le premier, pas partir sur quelque chose de trop compliqué qui nécessite trop de matériel et voir un petit peu comment on sent, comment on arrive à juger l'énergie, mais aussi, du coup, tenter des fois des nouvelles choses, se tenir au courant de ce qui se fait aussi, poser des questions, faire de la veille parce que des icebreakers, il y a plein de livres, il y a plein de ressources qui expliquent du coup quelles sont les typologies d'icebreakers qui existent. Et après, de les adapter à sa personnalité, à soi aussi. Parce Mm, que mm. je pense que l'icebreaker, c'est propre. On a notre patte et on a notre touche et notre personnalité. Il y a peut-être des choses, du coup, qui correspondront pas du tout parce que c'est pas mon caractère, c'est pas ma personnalité. Je serais pas à l'aise à le faire. Donc, pas partir dans des choses aussi qui sont incohérentes et avec notre personnalité, notre manière d'être aussi, je pense. Hmm. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il y a une autre astuce aussi que j'ai quand on connaît pas vraiment le public et qu'on veut sonder un peu, comme tu le disais très bien, sur les personnalités, qu'on voit s'il y a des personnes plus ou moins extraverties, introverties et tout ça. Il y a un truc que j'aime bien aussi des fois, les icebreakers qui sont pas des icebreakers à proprement parler, mais qui en sont quand même. C'est notamment, par exemple, on arrive dans une salle où les tables sont rangées en mode scolaire et du coup, en fait, on la laisse comme ça exprès, on la prépare pas. Et en fait, on demande aux gens d'aider à préparer la salle et dire bah en fait comment est-ce qu'on pourrait agencer la salle pour que ce soit confortable pour tout le monde, etc. Et là en fait on voit aussi émerger parfois bah, les personnalités, les personnes qui sont plutôt extraverties, qui prennent les trucs en main, et il y a les autres qui sont un peu plus ah, est-ce que je peux aider, etc. Et du coup on peut voir aussi des personnalités comme ça, alors que à proprement parler c'est pas un icebreaker parce que ça se voit pas. Mais en même temps, c'en est un. Mm. Et du coup, ça permet de commencer à briser la glace aussi quand les gens se connaissent pas du tout, bah, de commencer à discuter. Comme les gens ils sont debout, ils vont pas s'asseoir dans une salle comme ça, Complètement. donc discuter, etc. Donc il y a Ouais. plein de façons de faire effectivement. Cool, trop Mm. bien. Euh, eh bien, on a terminé avec cette petite interview. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Garder en tête qu'un icebreaker, ça peut paraître simple sur le papier puisque c'est quelque chose de ludique, mais que ça peut avoir un impact et ça aura forcément un impact énorme sur la suite de l'atelier et de la formation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut préparer et il faut mettre la bonne intention derrière pour être sûr que ça fonctionne correctement. Exactement. Super. Bah, merci pour ce partage, Aurore. Et Merci à toi, Carole, pour l'invitation. avec plaisir, je te dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt.